Donc, bien, bonjour et bienvenue pour les courageux, tant en présentiel qu'en ligne. Je me présente rapidement, je m'appelle Sébastien Paulet. Je travaille depuis 15 ans dans les technologies, tout ce qui est autour de SharePoint, tout ce qui est désormais autour d'Office 365, plus particulièrement sur tout ce qui est problématique autour de la gestion documentaire, parce que c'est vraiment là où j'ai fait mes armes et c'est là où je continue de travailler aujourd'hui parce que je travaille pour une société qui s'appelle Aero, qui est une ESN parisienne, qui travaille aussi en Belgique et en Suisse, mais principalement sur Paris et à Lyon. Suis-je bête? J'oublie les Lyonnais. Et comment Et donc, on se retrouve aujourd'hui. Le but de la session d'aujourd'hui, c'est de vous faire le retour de tout ce qui a été annoncé lors d'Ignite. Lors de l'Ignite, je vais vous expliquer ce que c'était. Je vais aller vite fait. Un grand merci pour démarrer à nos chers sponsors, Monaco Digital, Varonis, Martello et Pitech, qui a la chance d'avoir de magnifiques locaux à 2 pas de la promenade des Anglais à Nice, ce qui est quand même un truc formidable. Me concernant, il y a un lien vers mon blog. Je n'ai pas encore publié les articles, mais dans les semaines qui vont arriver, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais en faire des articles plus détaillés dans la version sur mon blog. Donc là, vous avez l'URL et vous avez le QR code si vous avez la flemme de taper les URL. Vous le retrouvez aussi dans les slides. Et rentrons dans le sujet de la journée. Le sujet maintenant, et alors je me rends compte que par contre, vous ne voyez pas ce que je balance. C'est intéressant. Un instant, petit problème logistique qui va être réglé en un instant. C'est pas une duplication, et pourtant si, c'est une duplication. On voyait ton PowerPoint, Sébastien. Oui, nous en ligne c'était bon. Ouais, en ligne c'était bon. Le problème est local, sachant que de manière... Ah oui, mais par contre je l'ai plus chez moi. Du moins, ils l'ont plus sur Teams. Alors là, pour l'instant, on voit toujours bien la présentation. Oui, oui. Il doit être masqué, en fait. On touche à rien. 2 secondes, juste, si ça marche. Oui, je sais pas. Si tout le monde le voit, on continue. Donc je vais me faire un torticolis. Ça va être bien. Mais comment le MS Ignite, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est en gros, il y a 2 gros événements Microsoft chaque année. Le MS Ignite, c'est celui où vous allez avoir justement toutes les annonces, les principales annonces autour de tout ce qui est Office 365. C'est normalement 800 sessions, merci Patrick. C'est environ 200 speakers. Et cette année, il y a une particularité, Covid oblige. Il a été 100% en ligne. Et la deuxième particularité, à vrai dire, c'est qu'ils l'ont coupé en 2. Normalement, c'est une fois dans l'année. Là, à vrai dire, il y a eu la première moitié maintenant, il y aura une deuxième moitié au mois de mars. Donc, attendez-vous à avoir une nouvelle salve de nouveautés qui vont être annoncées au mois de mars. Et alors, le MS Ignite, des nouveautés, il y en a des centaines. Et là, pour la session d'aujourd'hui, moi, je vais juste me focaliser sur tout ce qui est autour de la gestion de contenu. Alors, avant, on parlait d'ECM. L'ECM, c'est plus dans les charts de chez Gartner. Si vous prenez Monsieur Gartner, qui est le plus gros fabricant de charts pour des SI de la planète, vous remarquerez que si vous prenez désormais, il appelle ça le content management comme domaine, eh bien, ce domaine du content management, excusez-moi, chaque année, Microsoft, regardez, est en train de migrer doucement mais sûrement un peu plus en haut et à droite, sachant que le but du jeu, être le plus en haut à droite possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans les analyses qu'on diffuse au DSI, Microsoft, qui était vraiment à la traîne il y a quelques années, est en train de devenir leader sur le marché de la gestion de contenu, ce qui n'était vraiment pas son ADN initial. Okay. Alors là-dessus, quelques chiffres. Là, le personnage que vous voyez à l'écran, c'est Jeff Tipper.
C'est le papa, entre guillemets, de SharePoint, OneDrive, quoi d'autre? Il doit y avoir Teams, il doit y en avoir d'autres dans le lot. Bon, il y a Stream aussi, qu'il a récupéré sous sa coupe. Et juste quelques chiffres un peu impressionnants. Hein. Teams, plus de 75 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Le SharePoint, dans son usage aujourd'hui, dans la version en ligne, a été multiplié. Donc SharePoint et Office 365, c'est environ 250 millions d'utilisateurs. Juste ça, il faut imaginer. Quoi. Prenez la population de la France, on la multiplier par 4, voilà, ça vous donne le nombre d'utilisateurs d'un service comme Office 365. Je vais à chaque fois, là, je vais faire des gros paquets de sujets, je vous donnerai surtout la partie, parce que je sais que c'est ce que vous attendez beaucoup, la partie syntaxe, cortex à la fin. Mais on va balayer les autres sujets qui ne sont pas de cet acabit-là d'abord. Et vous verrez sur les slides à chaque fois, je vous donne la nouveauté, et je vous donne à chaque fois, il y a des petits numéros, c'est un hashtag avec un numéro, c'est les numéros des entrées dans la roadmap Microsoft avec des liens hypertextes. Donc pour avoir les dates exactes à laquelle c'est censé sortir, etc., comme ça change tous les 4 matins. Je vous les ai mis dans les slides, si vraiment le truc vous intéresse, vous notez le numéro, ou sinon vous cliquez sur le lien quand vous aurez les slides. Vous irez directement sur la roadmap Microsoft, vous verrez exactement quand est-ce que Microsoft annonce la nouveauté en question. Okay. Mais donc voilà, pour les nouveautés qui sont autour de la gestion de contenu, de la gestion d'informations en entreprise, on va commencer par la grande star de cette année. Bien malgré elle, hein, on aurait préféré s'en passer, mais la grande star cette année, c'est Teams, qui nous a beaucoup aidé à passer la crise sanitaire actuelle. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Eh bien, la première chose à retenir aujourd'hui sur Teams, dans le positionnement cette année tel qu'il est présenté par Microsoft, c'est que Teams devient le point d'entrée sur à peu près tout ce qui traîne, sauf les mails. Quand je dis ça, je dis quoi? Je dis que, par exemple, vous prenez les listes Microsoft, qui étaient avant des listes SharePoint, hein, c'est dedans. SharePoint, aujourd'hui, vous aviez votre intranet comme point d'entrée de l'information d'entreprise. Eh bien, vous allez avoir une app Teams qui va arriver, qui va vous permettre d'avoir directement à l'intérieur de Teams la page d'accueil de votre intranet SharePoint, si vous l'avez fait avec ça. Okay, donc, à vrai dire, le réflexe, c'est plus j'ouvre mon navigateur, c'est j'ouvre Teams et j'ai l'intranet. Vous allez avoir la possibilité, pour tout ce qui est développement d'applications avec Power Apps, eh bien, vous allez avoir une apps Power Apps et vous allez pouvoir créer des apps directement dans Teams. Là, ce qu'il faut regarder, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est tout ce qui s'appelle le projet Oakdale, qui sert justement au développement d'apps dans Power Apps, pour les faire apparaître dans Teams et manipuler directement les données qui sont partagées avec le groupe Teams. Ça, c'est les principales nouveautés. Mais vous avez d'autres apps, l'apps Power BI qui a été améliorée. Pour tout ce qui est Virtual Agent, il va y avoir une apps. A été annoncé aussi le fait que les notifications Yammer vont apparaître dans l'apps Bureau et dans l'apps mobile Teams. Donc j'utilise du Yammer, vous voyez, on commence à articuler l'utilisation de Teams et de Yammer, alors qu'on pouvait voir une concurrence. Mais le point d'entrée, voilà, il est clair dans le schéma Microsoft, c'est Teams qui va servir de point d'entrée. Okay. On a même une jolie app GitHub qui est apparue cette année, qui va apparaître. Autre grosse nouveauté, les workflows. Possibilité d'aller déclencher des workflows d'approbation directement depuis Teams, okay, sans passer par l'interface SharePoint. Là aussi, tout le circuit, y compris on peut faire en sorte que la notification, plutôt que passer par le mail pour dire vous avez un document à approuver, passe directement dans Teams. Ça, on pouvait déjà le faire. Là, la nouveauté, c'est qu'on va déclencher le workflow depuis Teams. OK. Il y a ça, et ils ont aussi annoncé l'intégration de Adobe Sign et DocuSign dans le workflow d'approbation out of the box. Autre grosse nouveauté sur Teams, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout Teams, hein, parce que Patrick en a déjà parlé ce matin, mais vous avez notamment, et ça il en a parlé pour l'occasion, mais j'en reparle un petit peu parce que c'est assez important, le fait que la page de recherche de Teams, qui jusqu'à présent était un peu ridicule, parce qu'il n'y avait pas de page, c'était sur le côté, vous aviez une petite colonne, c'est rikiki, on n'y voyait pas grand-chose. Là, vous allez avoir une vraie page de résultats de recherche avec des vrais refiners. Si vous regardez là ce que je vous ai mis ici, vous voyez, on va avoir des filtres, c'est-à-dire je pourrais filtrer sur les dates de création, sur les formats de fichiers, etc. Un peu comme ce qu'on a côté SharePoint aujourd'hui, d'accord? Donc une expérience de recherche
digne de ce nom qui va arriver dans Teams. On va avoir aussi, ça Patrick, je crois que tu en as parlé, on va avoir des templates. Alors on a déjà la moyen quand on crée des équipes Teams dans le collaboratif, de créer des templates, de répliquer une équipe existante, ça c'est l'utilisateur qui le fait. Mais si moi en tant que DSI, je veux définir des modèles corporate, eh bien on va avoir la possibilité de le faire, d'accord ? Ça, c'est votre IT, l'admin central qui va les définir, qui va pouvoir définir des groupes de sécurité pour savoir qui va avoir accès à ces modèles, etc. Il va y avoir quelques petites fonctionnalités en plus. Puis après, bon, il y en a d'autres qui arrivent, je les passe rapidement. Juste dernière chose à retenir sur Teams, la limite sur le nombre de membres sur une équipe, qui était de 10 000, qui passe à 25 000. Je vous laisse trouver le cas d'usage qui va avec ça. D'accord ? Donc voilà pour Teams, qui est déjà aujourd'hui, bon, dans les grandes nouveautés, il y a beaucoup de choses. Maintenant, on va s'intéresser plus à la partie vraiment documentaire. Sur cette partie documentaire, quelques petites fonctionnalités sympas qui arrivent. Quand on fait quand on partage le lien d'un partage de fichiers dans Teams, bon, il y a le lien, mais on ne sait pas forcément avec qui. Est-ce que c'est un lien anonyme? Est-ce que c'est un lien nominatif? Est-ce que c'est un lien toute personne ayant un lien au sein de l'entreprise? On a différents types de liens quand on partage un document, que ce soit un document OneDrive ou SharePoint. Eh bien, dans Teams, on va avoir la possibilité, en simple survol du lien, de voir avec qui le lien en question est partagé. Okay. On va avoir aussi comme possibilité la possibilité de déplacer un fichier, ça on l'avait déjà, mais quand on déplace le fichier, de dire je déplace le fichier et je le déplace avec ses permissions. Quand vous déplacez un fichier aujourd'hui, il récupère les permissions dans l'endroit où il arrive. Si vous avez créé des liens de partage sur le document en direct, par exemple, eh bien ces liens-là vont être perdus quand vous déplacez le document. Là, vous allez avoir une petite case à cocher qui va apparaître en plus dans le menu pour déplacer un document. Chose qui est déjà arrivée, à vrai dire, sur votre tenant, si vous êtes paramétré correctement. Vous allez avoir un nouveau menu dans la barre supérieure qui va vous permettre, que ce soit sur un dossier OneDrive et que ce soit votre OneDrive ou celui du voisin ou sur un dossier Teams, de dire « Ok, ce dossier-là, merci de me créer un raccourci sur mon OneDrive à moi, sur mon espace OneDrive à moi, dans mon OneDrive perso, mon My Files en anglais, d'accord ?» Donc, ce qui fait que plutôt que de s'enquiquiner comme on le fait aujourd'hui, à chaque fois synchroniser les bibliothèques de documents SharePoint déjà, bon, ça, on n'arrivait pas à le faire, du moins, c'était un peu lourd à gérer. Là, on va l'avoir directement dans le OneDrive. Je synchronise mon OneDrive perso et tout descend dedans. Et l'autre point qui est intéressant en cas d'usage, c'est que du coup, je vais pouvoir récupérer sur mon PC des OneDrive de mes collègues qui les ont partagés avec moi. Donc ça, à vrai dire, à l'usage, ça va être assez riche. La limitation, parce que moi, je l'ai déjà testé, qu'il y a, c'est que par contre, on ne peut pas le déplacer aujourd'hui, le raccourci. Donc dans OneDrive, vous allez rapidement vous retrouver avec une grande liste de raccourcis. Je pense que ça, ils vont le faire rapidement évoluer. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas les déplacer. Mais déjà, à l'usage, rien que si vous êtes dans la pratique, à beaucoup encore utiliser les OneDrive, voilà, votre collègue vous partage un dossier, vous créez le raccourci, du coup, vous l'avez dans votre OneDrive, quoi. C'est quand même un gain d'efficacité très appréciable. Autre grosse nouveauté aussi, alors ça avait été annoncé l'année dernière, là ça va vraiment arriver, c'est-à-dire ça passe en Global Availability. L'année dernière, il nous en avait déjà parlé, c'est tout ce qui s'appelle Microsoft Graph Connector. Et ce Microsoft Graph Connector, avec mon bel accent français, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, dans les résultats de recherche d'Office 365, je fais apparaître des données qui ne viennent pas d'Office 365. Je vais pouvoir indexer mes disques partagés en local. Je vais pouvoir indexer mon intranet, si j'ai un intranet en HTML, par exemple. Voilà. Là, je vous ai mis la liste de ce qui sort immédiatement comme source de données. D'accord? Donc, vous n'aurez rien à faire à part aller le paramétrer, mettre les bonnes autorisations, etc. Mais aller faire apparaître demain le contenu de vos disques partagés, si vous avez encore des disques partagés, ça va être faisable. OK? D'autres connecteurs arriveront par la suite. Hein. Maintenant, on a l'habitude avec Microsoft, on fait une première pelletée de connecteurs et puis il en arrive d'autres. Mais déjà, on a pas mal de choses. On va pouvoir indexer du Wikipédia, du SQL, des choses comme ça. En tout cas, du Azure SQL. Ah non, même le SQL Server, j'ai oublié. Autre chose, oui, après, sur la recherche, on va avoir quelques améliorations. On va
avoir, ça il l'avait déjà annoncé l'année dernière, on devrait l'avoir, c'est-à-dire la capacité à afficher quand je fais une recherche dans le bureau Windows en local sur mon OS, quand je fais une recherche Windows, eh bien, ça affichera les résultats qui viennent d'Office 365. Directement depuis mon bouton démarrer, rechercher, tel que vous le faites tous les matins. Okay. Après, ils vont aussi mettre la possibilité, en tout cas, de mettre un bouton de feedback dans le formulaire de résultats de recherche pour pouvoir remonter des informations à l'administrateur, à la manière de paramétrer la recherche, est-ce que j'ai pas trouvé des résultats, etc. Donc, il va y avoir un mécanisme de feedback pour les admins qui sera disponible et qui va être intéressant. Donc ça, c'est pour la recherche SharePoint. Autre recherche, alors celle-là, moi je les suis, ça m'intéresse, c'est pas annoncé dans le pipe SharePoint, mais ça nous concerne quand on s'intéresse à la gestion documentaire, c'est le fait que Edge Chromium, le nouvel Edge, d'accord, qui va être disponible sur Linux, qui sera désormais par défaut sur les prochaines mises à jour de Windows 10, eh bien ce Edge Chromium, il va nous apporter un certain nombre de choses. Déjà, il va permettre d'appliquer les DLP, c'est-à-dire les limitations, les protections sur les documents qu'on aurait définis au niveau du tenant Office 365. Et autre chose très intéressante, c'est qu'il va nous permettre aujourd'hui, directement dans Edge, j'installe rien de supplémentaire, déjà de pouvoir dessiner sur les PDF, donc de pouvoir faire un gribouillis en forme de signature, par exemple. Ça n'a pas de valeur légale, mais dans certains cas d'usage, ça suffit en tout cas à faire certains process d'entreprise, par exemple, ou inter-entreprise. On va pouvoir remplir les formulaires PDF si vous faites des PDF Forms directement dans Edge Chromium. Je n'ai pas besoin d'installer Adobe Reader. Et là, ce qu'ils annoncent pour cette année, c'est le fait qu'ils vont être capables d'ouvrir les PDF qui ont été signés numériquement. Ce qu'il y a sur la roadmap à long terme, à vrai dire, c'est d'avoir directement un mécanisme de signature de PDF. C'est du lourd, à vrai dire, en termes d'impact. Okay, parce que ça veut dire ouvrir des choses en termes d'inter-entreprise avec une reconnaissance d'identité. Donc ça, je vous conseille de le surveiller, les questions de PDF dans Edge, il y a des choses qui arrivent. Sur les nouvelles fonctionnalités SharePoint, l'une des dernières à avoir en tête aussi, c'est le projet Nucleus. Alors ça, c'est une annonce, on n'a pas de date exacte sur la roadmap sur ce dernier. En gros, l'idée, ça va être quoi? Notamment, il nous l'annonce, Jeff Tipper a fait les démos sur la partie liste SharePoint. Ça veut dire la capacité de naviguer sur des listes, même si les listes ont énormément de lignes, même si je perds ma connexion Internet. Pourquoi? Parce qu'en gros, on va récupérer du cache dans la navigation sur les listes. D'accord? Et ça, c'est un mécanisme qui n'existe pas. Alors, ils ne les ont pas donné d'éléments. La question qu'on se pose tous quand on connaît SharePoint, c'est est-ce que ça va permettre de résoudre les problèmes qu'on a avec les fameuses limites à 5000 éléments dans les vues? On ne sait pas. Ils n'ont pas précisé ce point-là. Et on verra. Okay. Dans l'admin SharePoint, quelques nouveautés assez appréciables dans la liste des collections de sites. On va savoir qui a créé la collection de sites, quand est-ce qu'elle a été créée, et est-ce que c'est une collection de sites qui correspond à un Teams? C'est une information qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'admin SharePoint, c'est pénible. On va la voir dans le panneau latéral et on l'aura aussi dans les filtres. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. On va avoir des tableaux de bord un peu plus sympas avec des nouveaux types de graphes un peu plus complets. Et chose intéressante, là, c'est un mouvement de fond qui est en train de se faire. C'est des fonctionnalités de l'admin OneDrive qui commencent à... Parce qu'aujourd'hui, l'admin, quand vous êtes dans l'admin Office 365, vous avez l'admin SharePoint d'un côté, l'admin OneDrive de l'autre, avec des trucs SharePoint qui traînent dans l'admin OneDrive. Bon, ça, c'est en train de basculer tout dans l'admin SharePoint. Et là, le mouvement est en train de s'amorcer. Donc, vous allez avoir un premier lot de menus OneDrive qui vont directement être intégrés dans l'admin SharePoint. OK. Si vous êtes sur du on-premise, il y en a encore? Si, peut-être. Si vous êtes encore sur une prémise, juste, ça a été annoncé, moi je ne l'avais pas vu passer, c'est quand Microsoft en a reparlé après que j'ai tilté, mais ils ont annoncé une nouvelle version d'Exchange on-premise et une nouvelle version de SharePoint on-premise, prévue moitié 2021. Voilà, donc on devra avoir quelque chose après SharePoint 2019. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, sur tous les logiciels on-premise de ce type-là, Microsoft a dit, à partir de l'année prochaine, il va y avoir des modifications dans le licensing. Jusqu'à présent, vous achetiez vos licences. Là, ils vont passer en abonnement aussi, même sur les licences on-premise. Donc, il y a un gros changement sur les licences Microsoft
sur la partie on-premise. Oui, une question? Ça a un rapport avec les gateways on-premise ou pas? Si je veux taper mes données on-premise sur du Power Apps ou du Power BI, il me faut le Power BI Gateway. Ici, c'est ça. Voilà. Le on-premise gateway, il est entre guillemets gratuit, le connecteur. Ce qui est payant, c'est de la licence qui va bien pour pouvoir utiliser le gateway, qui est côté Power Apps ou Power BI. Surtout côté Power Apps, parce que voilà. Je vous ai mis, alors ça c'est dans les slides, si vous voulez voir un peu plus, c'est vraiment ça c'est les feuilles de route telles qu'elles ont été communiquées par Microsoft sur OneDrive, etc. Il y a un peu plus de détails, j'ai essayé d'épurer, de vous garder vraiment les nouveautés principales qui ont été annoncées. Sur la partie migration de données, c'est un sujet à part entière désormais, cette question de la migration de données. Première chose, et à vrai dire c'est un gros truc, Microsoft nous annonce, l'année dernière, ils avaient racheté Mover en novembre dernier. Mover, c'était une boîte canadienne dont le service était de faire de la migration de données entre services cloud. Okay. Microsoft l'a racheté, l'a rendu gratuit pour l'ensemble des clients Office 365. Donc là, déjà aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas, mais vous pouvez utiliser du Mover pour faire de la migration tenant à tenant ou du Gmail vers Office 365. Et là, il commence à l'intégrer à l'intérieur. C'est-à-dire ce service Mover, qui est un service à part, là, ils commencent à l'intégrer dans la centrale admin SharePoint. Okay. Et donc là, le premier service qu'ils ont intégré, c'est le service Box. Et petit à petit, là, dans les mois qui vont arriver, on aura petit à petit de nouveaux services qui vont arriver. Autre grosse nouveauté, qui n'est pas liée à SharePoint, mais qui concerne la gestion de contenu, et j'en parle parce qu'elle est quand même énorme, c'est Exchange. Sur la partie Exchange, donc là déjà je vous dis, on est capable d'aller migrer, on savait migrer du SharePoint on-premise vers du cloud, on sait désormais migrer du SharePoint entre tenant Office 365, c'est cool. Et là, ce que nous annonce monsieur Microsoft, c'est qu'on va pouvoir migrer sans acheter d'outils tiers du Exchange entre tenant Office 365. À quoi ça sert ce genre de choses? Eh bien, dès que vous avez une fusion d'entreprise ou vous avez une séparation de fichiers, le coût des séparations de migration entre tenants, c'est le quotidien des sociétés de services aujourd'hui. Okay. Là, je suis en train de travailler sur une à 15 000 utilisateurs, on pleure. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, ça arrive sur Exchange, c'est en public preview. Ça va se faire pour l'instant uniquement en PowerShell. D'accord, il va y avoir plein de manips à faire, etc. Mais il va y avoir des choses. Et ça veut dire que sur les années qui arrivent, petit à petit, Microsoft va considérer qu'il va nous offrir des possibilités de migration entre tenants. On voit vraiment, on l'avait que sur SharePoint. Ça arrive sur Exchange, on peut imaginer que dans 2 ans, ça va nous parler de migration Teams, etc. Voilà. Sur la partie intranet, Patrick en a un peu parlé ce matin, mais j'en refais 2-3 slides, parce que là aussi, il y a des choses très intéressantes. La première d'entre elles, et c'est vraiment un gros truc, c'est l'arrivée de la SharePoint App Bar. Ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir un nouveau menu qui va être disponible sur l'ensemble des SharePoint de l'entreprise et qui va permettre d'offrir une navigation transverse entre tous les SharePoint de l'entreprise. Okay. Aujourd'hui, ça existait chez des solutions partenaires qui faisaient ça. Et là, imaginez, tous vos SharePoint, vous avez un portail juridique, vous avez un portail legal, etc. Alors, vous avez déjà votre intranet qui est votre point d'entrée. On avait des navigations entre hubs, et des hubs, quand vous êtes une grosse entreprise, des hubs, j'en ai facilement une quinzaine. Et là, le listing des hubs, par exemple, je l'aurai dans cette nav globale qui sera toujours présente, quel que soit le SharePoint dans lequel je suis. Okay. Donc ça va aussi être assez sympa. Il y aura aussi les news qui remonteront de manière transverse, etc. Les news dans SharePoint, elles sont encore un peu planquées, elles sont dans l'app mobile, ou elles sont que dans l'intranet. Là, on va pouvoir les faire remonter où que je sois dans SharePoint, les news seront disponibles. Ça aussi, c'est de la nouveauté. Sur les news, il y a un peu de nouveauté là-dessus. On va avoir la possibilité de pouvoir directement, quand je crée une news SharePoint, la publier dans Yammer ou la publier dans Teams, sans faire un copier-coller de lien ni quoi que ce soit. Directement depuis la page SharePoint, hop, j'ai le menu qui va bien pour faire la publication. Dans SharePoint, toujours dans la gestion des intranets, on va avoir une grosse nouveauté qui est le retour de la vengeance des templates de site. On n'avait quasiment plus de templates de site dans l'expérience moderne. Pour les gens qui ont fait du SharePoint classique, c'est un truc qu'on connaît très bien, les templates de site.
cette notion-là, dans le moderne, on ne pouvait pas recréer, on pouvait créer des designs de sites. Mais les designs de sites, c'est juste le paramétrage des content types et des doclibs et des vues, ça ne faisait pas plus que ça. Là, Microsoft nous dit, on va refaire des templates de sites en moderne. Donc, c'est en train de revenir, cette fonctionnalité-là. OK. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de sympa? La possibilité sur les actualités de pouvoir booster une news SharePoint. Vous créez une news SharePoint, je veux absolument qu'elle soit vue par tout le monde. Vous pouvez faire en sorte, par exemple, qu'elle soit visible jusqu'à ce qu'elle soit lue, cliquée par la personne. Okay, on va pouvoir faire ça. Ou faire en sorte que pendant X jours, elle apparaisse toujours en tête de la liste des news. D'accord? On le voit dans quel cas? Vous avez un message à faire passer pour des questions de Covid, par exemple, en cas de crise sanitaire. On se rend bien compte que si je ne veux pas me retrouver à devoir réenvoyer des mails comme on le faisait avant, ce genre de mécanisme va être très utile. Après, on va avoir des petites fonctionnalités sympas aussi au niveau des statistiques sur les pages SharePoint. C'était pas très volubile, on avait juste un chiffre et c'est tout. Là, on retrouve des stats plus complètes, un peu comme on les avait il y a quelques années déjà sur la version classique. Donc, il y a plein de retours de fonctionnalités classiques qui reviennent dans le moderne en beaucoup mieux. Là, je vous donne, vous avez les dates des différentes fonctionnalités que je vous ai annoncées là. Et voilà pour SharePoint. Déjà, ça fait un gros morceau. On a vu Teams, on a vu SharePoint, on a vu les migrations. C'est toujours pas fini. Je ne suis pas encore à vous parler de Cortex parce qu'on a un dernier gros bout. Je ne vous parle pas de Yammer, il n'y a pas eu de grande nouveauté sur Yammer. Pareil, dans les choses dont ils n'ont pas reparlé, sur Fleet Framework, dont ils avaient parlé l'année dernière, qui permettait de faire des composants à l'intérieur de nos documents qui se mettaient à jour en même temps dans la page SharePoint, etc. Ils n'en ont pas trop reparlé là. Ils ont dû en parler dans une session, dans un coin, mais ce n'était pas vraiment un sujet qu'ils ont mis en avant. Par contre, il y a un gros sujet là dans ce qui arrive, c'est Stream. Donc, encore une fois, historique Office 365, on a connu Vidéo de Office 365, qui a été un premier service de partage de vidéos. Derrière, Microsoft a enlevé Vidéo, ils nous ont mis quelque chose qui s'appelle Stream, qui fonctionne très bien, c'est un peu le YouTube interne de l'entreprise. On a une nouvelle version de Stream, toute nouvelle. Et qu'est-ce qui change fondamentalement là-dedans? C'est qu'aujourd'hui, quand vous faisiez du stream, le flux vidéo il était stocké dans un service Azure. Et ça posait plein de problèmes. Et là, par exemple, c'est quelque chose que vous allez vivre aujourd'hui, parce que quand on fait les enregistrements vidéo des Teams qu'on est en train de faire, ça finit dans Stream, et ça, on ne peut pas le partager avec les gens extérieurs au tenant. C'est très pénible. La solution à ça, on va dire, c'est le nouveau Stream. Pourquoi? Parce que dans le nouveau Stream, la vidéo sera stockée dans SharePoint ou dans OneDrive. Votre vidéo devient une vidéo, ça devient un fichier MP4 comme les autres. Et ça voudra dire que désormais, donc, Stream sera disponible, vous pourrez streamer n'importe quelle vidéo stockée dans du Office 365, sans l'avoir passé auparavant dans le portail Stream. Vous allez pouvoir, du coup, la partager avec des gens à l'extérieur. Et ça, c'est révolutionnaire. Bon, dans le cas d'usage, pour nous qui organisons des conférences, ça nous pourrit l'existence en permanence. Donc voilà. Ça voudra dire aussi qu'on va avoir accès à la recherche Office 365, parce que la recherche en Stream, c'était assez pauvre et elle était indépendante du reste. Là, comme c'est stocké dans du SharePoint, eh bien, ça sera partageable avec le reste de la personne. Voilà, on va pouvoir en plus avoir tout ce qui est fonctionnalité, on va pouvoir mettre des étiquettes sur les vidéos, on va pouvoir avoir la conformité, etc. Stream, qui est un peu un service dans son coin, là, hop, ça devient du fichier SharePoint, génial, on n'en parle plus. Ça débloque plein de possibilités sur les vidéos. Okay. Du coup, le nouveau lecteur, il va ressembler plus ou moins à l'ancien. C'est-à-dire que quand on cliquera sur la vidéo, on aura une expérience assez similaire. En tout cas, moi, dans l'interface, je ne vois pas de grosse différence. Par contre, là où il va y avoir une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, votre portail Stream, là où vous aviez l'inventaire des vidéos, eh bien ça va être un site SharePoint. Et vous pourrez avoir comme ça plusieurs portails à l'intérieur de l'entreprise, parce que ce seront de simples collections de sites SharePoint, avec des webparts qui iront bien pour afficher les vidéos Stream. Donc voilà, donc ça va être complètement customisable, là aussi, ça débloque plein de choses. En gros, Stream devient ce SharePointise et ce OneDriveise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, le petit point d'attention quand même qu'il va falloir avoir là-dessus, c'est quid des vidéos qui existent déjà. Et là,
il va falloir faire une migration. Le détail de la migration n'est pas donné encore par Microsoft. Il va falloir, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une action à faire pour dire, OK, ces vidéos qui étaient dans le service stream, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les déplace dans le SharePoint? Est-ce que je les déplace dans le OneDrive? OK. Donc, ça a quand même un impact. Là où il va falloir du coup avoir un petit point d'attention, quand on connaît un peu l'architecture d'Office 365, c'est que jusqu'à présent, ce que vous stockiez dans Stream, c'était stocké, vous aviez un quota à part. Là, du coup, ça va aller manger sur votre quota OneDrive et SharePoint. Alors, OneDrive, si vous avez bon niveau de licence, vous n'avez plus d'intérêt, généralement, avant de le saturer, il faut se lever tôt. Mais sur du SharePoint, si vous faites une consommation extensive, notamment les records des réunions et des choses comme ça, ça va consommer. Ils n'ont pas parlé de tendre et ils n'ont pas parlé de remonter les quotas. Bon, après, le gigaoctet est à 17 centimes du giga par mois, hein, hors taxe, d'euros. C'est pas, mais voilà, suivant l'usage que vous en avez, etc., ça va amener des petites réflexions. Okay. Là-dessus, la feuille de route est la suivante. Grosso modo, on va avoir des petits trucs fin d'année et surtout, ça va bien se passer. La plupart des choses sont prévues pour le mois d'avril sur le nouveau stream. OK. Donc ça va faire partie aussi des choses intéressantes à suivre. Faut que j'avance. Sécurité et conformité. Très rapidement sur la sécu et la conformité, on va avoir un nouveau type d'étiquette qui vont s'appeler les Regulatory Records, qui vont être beaucoup plus contraignants. Ça bloque la suppression, ça bloque... c'est en gros l'équivalent du Declare as Record en SharePoint qu'on a connu à une époque, mais sous forme d'étiquette, en très résumé. OK. Donc voilà, on va avoir des petites fonctionnalités sympas qui passent en Global Availability. C'est la possibilité, quand on partage avec un extérieur, on pouvait mettre une date d'expiration quand on partageait un lien anonyme. Là, on peut le faire désormais sur les liens quand on partage un nominatif avec un extérieur. La date d'expiration, elle n'y était pas au début. Le fait de pouvoir mettre des étiquettes directement sur un Teams pour derrière appliquer par exemple une politique de partage. Est-ce que si c'est un Teams confidentiel, on va bloquer le partage avec les extérieurs de manière automatique, malgré tout ce que vous pourriez paramétrer dans l'interface d'admin SharePoint. Ça, aujourd'hui, on pouvait le faire si vous étiez déjà en preview sur votre tenant et que vous saviez faire un peu de PowerShell. Là, désormais, vous allez avoir directement les menus pour le faire. Okay. Donc voilà pour les grandes nouveautés qui sont autour de la gestion de contenu. Et du coup, je me retrouve à devoir vous parler d'un truc qui s'appelle Cortex. Est-ce que tout le monde a entendu parler de Cortex dans la salle? Oui? Non? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout? Je vous en parlais un peu quand même, parce que c'était quand même... alors, Cortex, là je vous parle de Syntex, je vais vous expliquer l'articulation entre Cortex et Syntex. Cortex, ça a été la grosse annonce du MS Ignite de l'année dernière. L'année dernière, Microsoft nous a rabattu les oreilles. Avec ce service-là, on ne savait pas exactement à quoi ça allait correspondre. Bon, ils ont souvent un discours très marketing. Il fallait un peu creuser, mais à vrai dire, tous les éléments étaient déjà là. Mais il fallait atténuer, il fallait faire un filtre passe-bas pour passer sous le discours marketing. Et en gros, le projet Cortex, en gros, c'est une grosse arrivée de l'intelligence artificielle dans le service de gestion de contenu, notamment SharePoint. Aujourd'hui, SharePoint, il fonctionne dans son coin, point barre. Là, on va aller rajouter de l'intelligence artificielle. Et en gros, Cortex, c'est pour tous les usages d'intelligence artificielle autour de la gestion de contenu. Ce n'est pas un projet, à vrai dire, projet Cortex, il faudrait mettre en S, c'est plusieurs projets. Okay. Celui dont ils avaient beaucoup parlé l'année dernière tournait autour du cas d'usage suivant, c'était autour de la gestion des connaissances en entreprise. Aujourd'hui, quand vous devez créer une base de connaissances en entreprise, c'est bien, donc vous faites du wiki, par exemple. Bon, c'est cool de faire du wiki, le problème, c'est qu'il faut le tenir à jour. Vous connaissez le problème de Wikipédia dans l'existence, sur 100 utilisateurs, il n'y en a qu'un seul qui bosse vraiment, en gros. D'accord? Donc, dans la vraie vie, dans les entreprises, les bases de connaissances sont rarement correctement tenues à jour. Que nous dit Microsoft dans le projet Cortex, et c'est ce qu'ils avaient beaucoup vendu l'année dernière, c'est qu'on va pouvoir créer directement de la base de contenu, c'est l'intelligence artificielle qui va auto-alimenter la base de contenu. Ça paraît simple quand je vous le dis comme ça, c'est beaucoup plus évolué que ça dans la pratique.
c'est vous définissez, c'est basé sur les termes set, sur les manage metadata. Vous définissez un terme set de tous les mots-clés de votre entreprise, d'accord? Il va aller créer des pages qui correspondent à tous ces trucs-là. Soit vous laissez l'intelligence artificielle peupler ces pages à partir des documents qu'elle trouve qui parlent de ces mots-clés-là. Ces documents, elle va les trouver où? Dans votre Tenant Office 365. Soit vous pouvez mettre en place un workflow d'approbation sur ce que l'intelligence va sortir. Soit vous pouvez faire une alimentation manuelle de ces pages de la base de connaissances. Donc, à vrai dire, on n'a pas encore pu jouer avec cette fonctionnalité-là, mais on imagine que ça va finir avec un fonctionnement un peu hybride, et c'est relativement intéressant. Ça, alors, cet usage-là, qui était autour de la gestion des connaissances, ça va avoir un nom, ça s'appellera le Cortex Topic Experience, mais ce n'est pas ce qu'ils ont mis en avant cette année. Ils nous l'ont beaucoup mis en avant l'année dernière, cette année, ils en ont beaucoup moins parlé. Là, ce qu'ils sont en train de nous mettre en avant, c'est Syntex, qui sont les deux autres usages qui traînaient dans le projet Cortex, qui, eux, avaient été mis plutôt de côté l'année dernière dans les discussions, mais qui, moi, m'intéressaient beaucoup, parce que mon métier à moi, c'est la gestion documentaire, initialement. Et dans la gestion documentaire, il y a un domaine qui s'appelle la dématérialisation, ou numérisation. Ça vous parle peut-être pas, mais quand on est du métier, ça veut dire quoi? Vous recevez des formulaires format papier. Remplissez tous des formulaires, je vous donne un exemple, votre déclaration d'impôt. C'est un formulaire format papier. Prendre des formulaires format papier, ou qui arriveraient dans un flux PDF, hein, c'est un détail. Dire, ce qui est entre tel pixel et tel pixel, ça c'est le montant de l'impôt, par exemple. Okay, ça c'est ce qu'on appelle de la démat en gestion documentaire. Et ça, c'est un domaine qui n'existait pas du tout chez Microsoft jusqu'à présent, il n'y avait aucune offre là-dessus. Et aujourd'hui, quand vous prenez les solutions d'entreprise autour de ça, c'est beaucoup utilisé dans l'assurance, dans le bancaire, par exemple, parce que je veux dire, dans le formulaire, ils en consomment beaucoup, même encore format papier, quand ils n'ont pas encore de formulaire numérique. Dans ce formulaire format papier, quand vous travaillez avec les produits qui existent sur le marché, qui coûtent généralement assez cher, eh bien ces produits qui existent sur le marché, il faut aller paramétrer, il faut faire de la regex, de l'expression régulière, pour aller définir, dire, on va manuellement paramétrer le formulaire, c'est-à-dire on va dire entre tel pixel et tel pixel, c'est ça, on va faire passer un moteur d'OCR, sur le moteur d'OCR, je récupère le texte à partir d'une expression régulière par rapport à ce que j'aurais récupéré auparavant, etc., etc. C'était assez complexe et c'était très coûteux. Là, Microsoft arrive avec une offre qui va démocratiser cet usage-là. Pourquoi? Parce que Microsoft... Question, en fait, du coup, est-ce qu'ils laissent tomber le knowledge management? Non, ils ne le laissent pas tomber, mais je pense qu'ils vont... Si ça tient qu'à moi, je dirais que ça va sortir au mois de mars. Ils nous en reparleront au mois de mars. Là, ils nous ont mis un gros focus sur la partie syntaxe. Donc non, la partie knowledge, elle va toujours être là, mais juste, ils n'en ont pas beaucoup reparlé. Là, cette année, c'était vraiment très syntaxe. Et donc, syntaxe, c'est notamment la démat de formulaire. Alors, quand on parle de documents, le but du jeu, c'est de sortir de l'information structurée, le montant de votre impôt, à partir d'informations qui n'est pas structurée. Je viens de récupérer un formulaire papier, donc derrière, au pire, je le scanne, je viens de récupérer un bitmap. Entre un bitmap et un champ dans une table SQL, il y a tout un univers. Okay, donc là-dessus, à vrai dire, Syntex, il fait deux cas d'usage. Il va adresser deux types de cas. Il va adresser un premier cas qui est le cas des formulaires que j'étais en train de vous décrire, c'est-à-dire le cas en démat, ce qu'on appelle la donnée semi-structurée. C'est-à-dire que c'est un document, c'est un bitmap, mais à vrai dire, on sait assez bêtement instruire une machine dans la manière de lire le truc. Entre tel pixel et tel pixel, voilà l'expression régulière qui va bien, voilà les mots-clés à chercher. Ça, c'est le form processing dans l'usage de Syntex. Alors, hier, Syntex, il se découpe en deux produits lui-même. Il y a le form processing d'un côté, et il y a un autre cas d'usage qui est de dire on va récupérer des documents qui, eux, par contre, peuvent avoir n'importe quelle forme, mais qui contiennent du texte. Plein de texte. Exemple typique, les contrats. Les contrats, c'est long. C'est fastidieux à chaque fois d'aller récupérer les informations clés dans les contrats. Ça demande à chaque fois des juristes. C'est des gens qui ont un certain salaire. Ça coûte des sous de faire travailler des juristes. Et ça coûte du temps. Et parce que ça coûte du temps, dans la pratique, à part dans les grosses entreprises, il y a plein de boulot qui n'est pas fait à chaque fois, par exemple, sur les renouvellements de contrats. Ah, zut, on a oublié de dénoncer le contrat parce que la période de contrat n'avait pas été machin, etc. La gestion de contrat en entreprise, c'est un vrai sketch. Je sais, j'ai travaillé dans les services juridiques. Et donc, quand vous faites ça,
aujourd'hui, c'est compliqué. Là, on n'est pas sur du formulaire, vous voyez, je suis sur du contrat-contrat, du document avec du texte au kilomètre, quoi. Et là aussi, Syntex va nous offrir une solution qui s'appelle le Document Understanding, la compréhension de documents. OK. Et donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on va avoir? L'idée, c'est qu'il va y avoir du image processing. Donc, première chose, et on va dire ça existe déjà un petit peu, mais ça marchote dans son coin, c'est que dès que vous déposez une image, aujourd'hui dans du Office 365, il y a une colonne cachée qui s'appelle tag, dans lequel il y a un petit moteur qui va aller dire, faire une reconnaissance d'image et dire qu'est-ce qu'il a reconnu là-dedans. D'accord? Est-ce que ça ressemble à une note de frais? Est-ce que ça ressemble à un ticket? Est-ce que ça ressemble à un cheval blanc? Ok? C'est typiquement les fonctionnalités que vous avez déjà dans Facebook. Dans Facebook, si vos pages mettent du temps à se charger, quand il affiche une image, il met quelques secondes et souvent vous avez le texte alternatif. Si vous mettez une photo de chaton, vous verrez qu'il y a marqué chat. Ok? Donc il va vous faire comme ça du image processing, c'est-à-dire de la reconnaissance de sujets dans les images. Il va être capable de faire du classement automatique de documents. C'est-à-dire, je détecte, là, le document que tu viens de déposer dans le dossier SharePoint, est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est un NDA? Est-ce que c'est, voilà, à quoi ça correspond? Derrière, il va aller faire de l'extraction automatique des métadonnées. C'est la LAD, en démat, on appelle ça. D'accord? C'est-à-dire, je sors les métadonnées de tout ça. Derrière, à partir de ces métadonnées, plusieurs choses peuvent se produire. On va pouvoir, par exemple, aller appliquer automatiquement des étiquettes pour des questions de sécurité, pour des questions de rétention. Et surtout, plus intéressant, on va pouvoir aller déclencher des workflows avec du Power Automate. OK. Ça, dans les deux cas, on va avoir grosso modo ce mécanisme-là. Maintenant, dans les deux cas, ça ne va pas se passer de la même manière. Si on prend le Document Understanding, c'est-à-dire la gestion des contrats, le cas des gros documents, c'est surtout ça qu'ils ont mis en avant aujourd'hui d'ailleurs sur le MS Ignite. J'ai des documents, j'ai des contrats qui arrivent, j'ai plein de trucs comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un nouveau template de collection de sites qui va s'appeler un Content Center. Ce Content Center, on va pouvoir aller créer, déclarer des nouveaux types de documents. Et un indice, ça va reposer sur les content types SharePoint qu'on connaît depuis des années. Donc, les content types ne sont pas prêts de mourir. C'est un élément clé de Syntex. Et avec ces content types, on va définir des différents types de documents qu'on pourrait déposer. Et sur le document, on va aller dire, voilà comment je sais reconnaître que c'est un contrat ou un non-disclosure agreement, par exemple. Okay, s'il y a le mot contrat, c'est que c'est un contrat. S'il y a le mot NDA ou non-disclosure agreement dans les 20 premières lignes, c'est que c'est un NDA. Donc, à vrai dire, vous allez lui donner 5-6 documents. À partir de 5, c'est ce que Microsoft vous a vendu en tout cas, à partir de 5, on va être capable de faire des choses. À partir de 5-6 documents, vous lui donnez ça et vous lui dites, voilà, ça c'est un contrat parce que vous sélectionnez le texte dans le document pour dire, regarde, c'est ce mot-là qui fait que j'ai dit que c'était tel type. Okay, vous le faites pour les documents, vous dites comme ça, je te donne 5-6 documents qui sont des contrats et pas des contrats. Il faut lui dire ce qui n'est pas du contrat aussi. Du coup. Et derrière, par la magie de l'intelligence artificielle, on va arriver à processer quelque chose. Il va y avoir en plus de ça l'extraction de métadonnées qui fonctionne un peu sur le même mécanisme, mais en plus évolué. C'est-à-dire qu'en fonction de la reconnaissance de documents qui est faite, si c'est un NDA, ce n'est pas tout à fait les mêmes métadonnées que je veux extraire que si c'est un contrat. Et donc là, je vais pouvoir extraire des informations de ce truc-là. D'accord ? Là aussi, vous lui direz dans le texte, c'est ça. Donc là, vous voyez, on est en train d'apprendre en pas à pas au logiciel à faire les choses. Mais vous êtes guidé, je veux dire, c'est quelqu'un du métier qui va pouvoir faire ce genre de paramétrage. Et ça s'appelle, c'est pas du machine learning, ça s'appelle du machine teaching. C'est-à-dire c'est l'humain qui manuellement apprend à la machine à faire ce genre de choses. Okay ? Mais c'est bien un moteur, il y a une intelligence artificielle qui est en train de travailler derrière. Okay ? Derrière, ça pourra déclencher, je vous disais, des applications d'étiquettes. D'accord ? Et une fois que vous avez comme ça défini un modèle de reconnaissance et d'extraction de métadonnées de documents que vous avez défini dans votre Content Center SharePoint, eh bien ça, vous allez pouvoir dire derrière, OK, je veux déployer ce modèle sur telle collection de sites au niveau de telle bibliothèque de documents. Et derrière, le modèle tournera tout seul. Vous n'aurez plus rien à faire. Dès qu'on déposera un document, hop, ça ira appliquer le bon type de contenu et ça ira faire l'extraction de métadonnées. C'est magique. OK ? Et ça, ils l'ont notamment montré sur la gestion de contrats
Quand vous faites de la gestion de contrat en entreprise, vous achetez des logiciels de gestion de contrat, la facture, elle est à minimum en termes de licence, il y a minimum 6 chiffres. Pour donner un ordre d'idée. Là, je vous donnais le licensing tout à l'heure, d'ailleurs, c'est beaucoup moins cher. Pour l'instant, juste, là, il est sorti, Syntex, il est disponible. Il est disponible que si vous passez par la version américaine du portail Microsoft, et ça passe par les USA, les données pour l'instant. Donc, c'est fait pour les US pour l'instant. Donc, si vous êtes sur des histoires de RGPD, tout ça, vous oubliez. Même si votre tenant il est en France, le moteur d'intelligence artificielle est aux États-Unis actuellement. Ça sort, c'est tout frais, je veux dire, donc c'est normal. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Et le deuxième cas d'usage, et je terminerai avec celui-ci, c'est le form processing. Form processing, c'est quoi? C'est la capacité, je vous disais, à prendre du formulaire, ce coup-ci. Là, je ne suis pas sur du contrat, je ne suis pas sur du texte libre, je suis sur du formulaire, et à dire, OK, voilà mes formulaires, sors-moi les métadonnées qui sont dedans. Okay. Ça, vous pouviez utiliser du Cofax, par exemple, ou du Captiva de chez EMC, qui sont des solutions qui servent à ça. Mais avec ces solutions-là, je vous disais, il faut tout paramétrer. Là, ça va être, entre guillemets, un peu magique. Vous lui donnez encore une fois 5-6 formulaires. Et la magie de l'intelligence artificielle, et ce coup-ci, c'est du machine learning qui travaille dessus. La magie du machine learning va faire que, grosso modo, il va comprendre qu'est-ce qui varie entre les différents formulaires, et il va comprendre que c'est des champs. Donc, tout seul comme un grand, il définit les zones de texte, il définit l'OCR qui va bien. Il comprend généralement ce qui est à côté ou au-dessus comme étant le titre du champ. Il vous crée automatiquement la colonne SharePoint, et il vous met la métadonnée dans la colonne SharePoint qui va bien. Magique. Rien à faire. OK ? Donc ça, c'est assez sympa. Juste, par contre, c'est un peu limité sur la quantité d'informations et le format d'informations que vous pourriez extraire, parce que ça doit tenir dans des champs SharePoint, donc des colonnes, donc du texte, 256 caractères, c'est pas énorme. Si, par exemple, je veux récupérer un tableau à plusieurs lignes, et le contenu du tableau, là, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Alors, je vous en parle vite fait quand même, parce qu'il faut savoir que ça existe, justement. On va dire tout ça, ça repose sur un service qui s'appelle Azure Form Recognizer. Et si vous avez des cas d'usage où le syntaxe, en termes de processing de forme, ne suffit pas, je vous invite à regarder ce service Azure-là, qui, lui, vous permet de récupérer les données dans un gros JSON. Et après, avec votre workflow, vous en faites ce que vous voulez, vous le déposez dans une base SQL, etc. OK. Mais à vrai dire, les deux, c'est la même chose. Il y en a un qui est juste la version simplifiée où mon responsable RH, ma responsable juridique, le premier, c'est Syntex, sera le faire tout seul. Là, quand on fait du Azure Form Recognizer, ça, c'est pour les développeurs, quoi. On est en train d'utiliser des API, faire des web services REST, etc. Donc voilà ce qu'il faut retenir de Syntex. Je vous ai vraiment donné la version pas marketing du tout du discours Microsoft. Si vous allez voir les vidéos de promotion, c'est pas du tout ça qu'ils vous vendent, mais sous le capot, en tout cas, c'est ce que je vous ai présenté là. Aujourd'hui, c'est disponible, Syntex, je vous l'ai dit. La documentation, il y a 3 pages de documentation qui sont pas mal à lire, qui vous expliquent comment le paramétrer, etc. Vous avez aussi un outil de démo pour faire du clic-clic et voir les choses, comment ça fonctionne. Et donc, il vous disait justement, pour répondre à la question de tout à l'heure, vous voyez, Syntex, on va avoir des nouveautés, et early next year, la partie knowledge va arriver. Okay, donc, ça sera en 2021. Fanny Jacquet qui nous dit c'est trop beau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a un plus à voir? La question, c'est combien ça coûte. Et je terminerai là-dessus. C'est pas cher. Pas cher. Alors, si vous n'avez pas du E3, E5, c'est même pas la peine d'essayer de jouer, déjà. Si vous avez du E3, E5, c'est du prix à l'utilisateur. OK. Donc pour les gens qui doivent avoir... Alors, on va dire, ils ont donné l'info, mais c'était sur une session qui était en dehors de l'Ignite, et ça a coupé, j'étais dans le train à ce moment-là. Puis le moment où il disait, c'est pas... ouais, voilà. C'est... apparemment, si vous devez avoir accès au content server et paramétrer ce genre de choses, c'est clair qu'il va vous falloir la licence utilisateur, qui n'est pas énorme, c'est 5 € par utilisateur par mois. Okay. Mais vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose parce que notamment sur la partie form processing, ça va reposer sur un composant qui s'appelle AI Builder,
qui aujourd'hui est plus ou moins rattaché sous Power Apps. Okay, et pour faire fonctionner du AI Builder, il faut du crédit AI Builder. Donc déjà, pour avoir le droit de jouer avec Syntex, en gros, c'est $5 par utilisateur par mois, pour les gens qui, en tout cas, jouent et paramètrent ces trucs-là, et qui ont accès dans le portail. Il doit y en avoir un peu plus, mais je n'ai pas le détail. Et après, ça se joue au volume de documents que vous allez processer. Alors, il vous dit, monsieur Microsoft, si vous avez plus de 300 utilisateurs, je vous file 1 million de crédits AI Builder. Avec 1 million de crédits AI Builder, vous pouvez voir venir des choses. Dans la vraie vie, par contre, vous risquez les 3 quarts du temps de jamais faire 300 licences. Donc, il va falloir acheter du crédit AI Builder. Aujourd'hui, et vous avez un truc qui sert à calculer ça, si vous prenez par exemple 10 000 factures d'une page, parce que ça se calcule à la page toujours. Dites-vous que pour processer par mois 10 000 factures, ça vous coûte 7 crédits. 7 crédits, ça coûte la bagatelle de $3 500. OK. C'est pas Après, 10 000 factures, ça dépend de la taille de votre entreprise, etc. Et puis là, j'ai rien paramétré. OK. Donc, il y a un vrai gain perf. Donc, il va falloir, ça va quand même un peu s'étudier dans l'utilisation du truc, mais la fonctionnalité est là. Elle va coûter des sous. Et si vous regardez, comparé aux autres solutions que moi je connais sur le marché, c'est vraiment pas cher. Encore une fois, il faut regarder. Et tout ça, là, en plus, vous économisez en termes de consultants et de choses comme ça. Vous êtes un peu bidouilleur, vous devriez pouvoir le paramétrer tout seul. Fanny Jacquet, elle fait aïe. Ah bah aïe, pas ma faute. Hein. Moi, je vous donne les infos. Faut bien lire la doc, justement. Faut bien lire la doc, et c'est écrit dans la doc, là, ce que je suis en train de vous dire, là. J'invente rien. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. C'était assez dense, je pense, mais vous avez peut-être des questions. Je referai des articles sur mon blog, donc vous avez le lien là, en version un peu plus détaillée sur ces choses-là. Mais est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non, c'est bon. Je vous ai coupé la digestion. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et je laisse la place au prochain pour cette magnifique journée à OS Nice. Merci Sébastien.